Avec ce documentaire, c'est une enquête choc que nous livre ici le journaliste Pierre-Stéphane Faure, là où le ministère des Armées prône l'exemplarité et la tolérance zéro. À l'aide de nombreux témoignages de victimes, d'avocats, il y dénonce, vous venez de le voir, des pratiques violentes, humiliantes, voire de graves délits au sein de l'armée de l'air française. Pourquoi la loi du silence semble-t-elle aujourd'hui encore régner autour des violences exercées entre militaires au sein de nos forces armées ? Nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc, en commençant par vous, Léla Mignano. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste d'investigation indépendante, à l'origine notamment de plusieurs enquêtes sur les violences commises par les forces armées en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et vous êtes aussi, entre autres, la co-autrice avec notre consoeur du quotidien Le Monde, Julia Pasquale, de ce livre, La guerre invisible sur les violences sexuelles dans l'armée française, un ouvrage disponible aux éditions Les Arènes. Il y a eu des enquêtes journalistiques auparavant au Canada, en Australie, aux États-Unis, mais il n'y a pas eu en France. C'est donc la première enquête de ce type réalisée chez nous Français. J'imagine que la Grande Muette, comme l'on dit, ne vous a pas ouvert grand les portes à propos de ce sujet. Ça a été compliqué, cette enquête ? Ça a été compliqué, mais surtout, je pense que c'était pas un sujet, c'était pas une question à l'époque. C'est-à-dire que quand on interrogeait le service de presse ou les hauts gradés du ministère, on nous disait que ça n'existe pas. Ça existe chez les Américains, puisque les Américains, ils sont puritains, etc. Les Français, nous, on a la culture de la séduction. Il n'y a pas de violence sexuelle dans l'armée française. Chez nous, on respecte les femmes. On est l'armée la plus féminisée d'Europe, etc. Donc pour eux, ça a été aussi un choc, je pense. Pas à la base, mais je pense au sommet, en partie, ils ne s'attendaient pas à ça. Guillaume Ancel est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes écrivain, ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres concernant des opérations militaires extérieures. Rwanda, Cambodge, Bosnie. Et votre dernier ouvrage s'intitule Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, publié chez Flammarion. C'est un livre que je conseille. On y vit de très près ce qu'est Saint-Cyr l'école, qui forme l'élite de nos officiers français, et vous dénoncez cette culture du silence. Est-elle encore compatible avec une démocratie moderne ? Vous interrogez-vous à travers ce livre. On va bien sûr en reparler à l'occasion de cette émission. Ce documentaire que nous venons de voir concerne uniquement l'armée de l'air. Il y a 4 grandes armées en France, on va tout de même le rappeler. L'armée de l'air et de l'espace, la marine, l'armée de terre et aussi la gendarmerie. Vous connaissiez toutes ces affaires énoncées dans ce documentaire ? Oui, tout à fait. Les questions de bizutage, c'est un grand classique dans l'armée, que ce soit au niveau des écoles de l'élite, Saint-Cyr, l'école de la marine ou l'école de l'air. C'est des cas de violence qui se répètent depuis des années, qui sont connus, répétés, dont le collectif contre le bizutage est souvent saisi. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Alors, on ne parle pas uniquement de bizutage, en l'occurrence, sur les bases aériennes que nous visitons au passage en partie à travers ce documentaire. Il y a des harcèlements qui durent très longtemps. 5, 6 ans pour un certain nombre d'entre eux. Et là, il n'est pas question uniquement du fameux bizutage. Une fois que les victimes de bizutage dénoncent, elles sont l'objet de représailles. C'est ce qu'elles racontent. Elles sont l'objet d'une mise au banc. En fait, vous avez dénoncé, donc du coup, on va mettre entre parenthèses votre carrière, puisque vous n'êtes pas capable de supporter tout ce qu'on va vous faire, c'est-à-dire vous ligoter, comme on peut voir à l'image, vous simulez des violences, tirer en l'air, etc. Donc vous n'êtes pas l'homme viril qu'il faut. Concernant les femmes, on va les forcer à se dévêtir et à se mettre sur la piste d'atterrissage. Donc là, on peut se demander quelle est l'utilité et dans un cas d'ailleurs et dans l'autre de faire ça. L'armée de l'air, est-ce que c'est l'armée la plus féminisée parmi les 4 armées françaises ? Oui, et par ailleurs, elle en joue. Je pense qu'elle se sent plus féminisée, donc plus au fait de ces questions de violence sexuelle. En général, elle a plutôt tendance à dire c'est chez les autres, c'est chez les terriens, donc l'armée de terre. C'est pas tellement chez nous. Nous, on est une armée de techniciens, une armée féminisée. On a conscience, mais la preuve que non. Et très souvent, on voit des femmes de l'armée de l'air aux affaires pénales militaires, donc là où sont jugés les cas de violences sexuelles dans l'armée. Vous y faisiez référence à l'instant, on va revoir un extrait du film, c'est cette fameuse tradition, appelons ça comme ça, elle est appelée comme ça parfois, semble-t-il, dans les bases aériennes, c'est le boobs check. Parmi les traditions choquantes, il en existe une qui s'appelle le boobs check.
J'arrive avec mon avion, je suis un chevalier du ciel et j'exige des femmes qu'elles viennent en bout de piste, qu'elles se dépoitraillent et qu'elles me montrent leur sein. Et qu'ensuite elles m'amènent des bières à la descente de mon avion. Et ces gens vivent sur quelle planète ? C'est vrai qu'en 2024, avoir ce type de comportement sur une base aérienne, on ne peut que s'étonner. C'est votre cas parce que vous en avez connu d'autres, des traditions dans les casernes par lesquelles vous êtes passé. Je ne suis pas étonné, je suis choqué. Je suis choqué parce que moi j'ai 3 filles, par exemple, qui sont des adultes, qui ont un métier vachement responsable. J'imagine pas 2 secondes qu'on puisse leur demander des trucs pareils. Et je serais le premier à dire, non mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Le problème, c'est que maintenant, c'est plus moi qui le dis, c'est elle. Le sujet, c'est que, beaucoup à cause de la culture du silence, il y a des pratiques qui sont intolérables dans les armées et qui malheureusement sont reproduites parce qu'on n'en parle pas. À partir du moment où on en parle et qu'on les règle, mais c'est des pratiques qu'on retrouve dans certaines entreprises, dans certaines associations. Non. Mais la différence, c'est que dans ces endroits-là, on va en parler et on va souvent aller en justice, ou en tout cas faire en sorte que les choses s'arrêtent et que les responsables soient sanctionnés. Ce qui est très grave dans les armées, c'est que la tradition, elle est au silence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle souvent l'armée terre la grande muette. On sait que ça s'est passé, on va faire semblant de régler le sujet en interne, mais quand on le règle en interne, en fait, on lui permet de se reproduire. Parce qu'il n'y a pas l'exemple qui est extrêmement important de un tel, il s'est comporté comme ça, sa carrière a été brisée, il a fait de la prison avec sursis, voire dans les cas extrêmes, parce que là on parle de crime, une agression sexuelle, c'est un crime. Si ça a été réellement sanctionné, je peux vous assurer que c'est très dissuasif pour les autres de dire tiens, avant de faire ça, il va peut-être falloir que je me méfie un peu. Si vous ne sanctionnez pas, en fait, vous donnez une espèce de blanc-seing. Finalement, c'est pas si grave que ça, puisque la personne n'a été ni gênée dans son avancement, c'est ce qu'on reproche beaucoup dans ces systèmes, c'est que les personnes voient leur carrière se dérouler tout à fait normalement. Il y a même parfois un usage qui est assez surprenant dans les armées, c'est quand quelqu'un se comporte très mal, il est muté et promu pour éviter que ça fasse des histoires, pour éviter qu'ils disent « Ah attendez, je comprends pas, pourquoi on m'a sanctionné sur ce truc ?» D'ailleurs, je voudrais vous parler des autres qui font les mêmes conneries. Donc la tentation de cette promotion, je dirais, de sanctions est totalement délirante, puisque au lieu de les écarter, en fait, on montre que dans le système, c'est plutôt bien toléré. C'est cette tolérance sur laquelle il faut revenir. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été prises par les ministres successifs, mais je dirais qu'elles fonctionnent d'autant plus mal que souvent c'est l'armée qui est jugée partie. Ce sont les mêmes personnes, c'est le commandant d'une base, par exemple, qui doit sanctionner des personnes qu'il a lui-même recrutées et managées. Donc c'est très compliqué pour lui. Pour moi, je suis désolé, mais à un moment, il faut un tiers objectif. Si ce n'est pas la justice, en tout cas, c'est des gens qui sont indépendants de cette ligne hiérarchique pour dire, là, ce que vous avez fait, c'est inadmissible. On va revenir sur les solutions. Il y a eu des choses de mise en place néanmoins, notamment la fameuse cellule Thémis dont il est question. Dans ce film, il y a aussi une mission d'enquête qui a été déléguée par le ministre des Armées. Le ministre des Armées, non seulement sous ce gouvernement, le gouvernement Barnier, mais précédemment sous le gouvernement Attal et sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a missionné une mission d'enquête qui a été dirigée par 3 inspecteurs généraux des armées. Donc c'est effectivement très sérieux comme mission. Et le constat est tout de même assez accablant. J'ai juste quelques chiffres sous les yeux. Plus de 8 mises en cause sur 10 ont vu leur affaire classée sans suite. Moins de 3 sur 10 ont fait l'objet de poursuites. Ça semble corroborer ce qui vient d'être dit à l'instant. Il y a un vrai problème de sanctions et de libéralisation de la parole des victimes. Voilà. C'est ça le problème central. C'est comment est-ce qu'on recueille la parole des victimes et comment on sanctionne les harceleurs. Et pourquoi on sanctionne aussi parfois les victimes qui dénoncent. C'est-à-dire que c'est l'objet de la dernière enquête qu'on a fait avec Julia Pasquale dans Le Monde en mai dernier. C'est-à-dire qu'on montre que dans certains cas, les victimes qui dénoncent se retrouvent aux arrêts. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans une chambre à part, qu'elles s'appellent en cellule elles-mêmes, une fois qu'elles ont dénoncé, parce qu'on leur reproche d'avoir bu ou de s'être retrouvées dans une chambre avec un soldat du sexe opposé. Donc effectivement, on est très loin d'une gestion exemplaire. Quand vous dénoncez et que vous vous retrouvez en cellule le lendemain, effectivement, il y a du travail à faire. Avant cette mission d'enquête déclenchée par le ministre des Armées, il y a eu un MeToo des armées. Ça a libéré la parole, ce MeToo des armées. Ça a un tant soit peu incité justement le ministère des Armées à avancer sur le sujet ou pas? Après, ce qui est difficile, c'est qu'on se méfie du bis repetita. Il y a 10 ans, en 2014, il y avait déjà eu un plan d'action, il y avait déjà eu une mission
suite à la publication de La guerre invisible. Tout ça, en fait, ça a déjà existé en 2014. Thémis a été créé justement après la publication du livre. Tout ce plan-là a déjà été mis en place. Malheureusement, ça s'est délité avec les années. Et on a peur que ça se reproduise encore. C'est-à-dire qu'on on a reproduit exactement le schéma de 2014. Donc, est-ce que là, on est dans le post-MeToo, donc la prise de conscience est là, l'action va être là, Thémis va vraiment être la cellule d'écoute. Thémis, cellule d'écoute qui a été, vous l'avez dit, mise en place en 2014, il y a 10 ans maintenant. Vous êtes très très critique vis-à-vis de Thémis. C'est combien de personnes Thémis aujourd'hui ? Ça a varié. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on est dans une nouvelle cellule Thémis, donc je ne sais pas ce qui va se produire vraiment, mais le problème de la cellule Thémis, c'est qu'il y a eu énormément de manquements. La rupture d'anonymat des victimes, le fait qu'ils peuvent regarder au début le dossier, mais ensuite ils remettent le dossier au commandement, donc tout repart. L'absence de pouvoir de Thémis. Là, la différence majeure qui va se passer, c'est qu'il y a une possibilité d'externalisation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines associations agréées par le ministère qui, par ailleurs, ne sont pas les plus grosses et les plus représentatives, mais le fait est qu'ils ont publié une liste avec des associations agréées. Donc l'idée, c'est de sortir un peu de la chaîne de commandement et possibilité pour la victime d'être accompagnée. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. Mais on n'est pas encore dans l'idéal. On va voir s'il y a de l'amélioration. Vous avez suivi l'évolution de cette cellule d'écoute. Elle est là pour recevoir la parole des victimes et prendre en charge en partie ces victimes. Vous avez suivi son implantation, son évolution. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? J'ai suivi ses résultats. Et je vais faire un parallèle avec Saint-Cyr, sur lequel j'ai écrit. Quand j'ai publié ce livre, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, pour expliquer que Saint-Cyr, c'est une école dans laquelle on apprend à faire la guerre et à se taire. Le conseiller du patron de l'armée de terre m'a appelé pour me dire, tu sais, au fond, la Grande Muette, ce serait nettement mieux qu'on n'en parle pas. Voilà. D'abord, j'ai cru que c'était une plaisanterie, mais au fond, c'est très représentatif de l'état d'esprit. C'est une culture. Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, Thémis, c'est une cellule qui a été créée pour permettre d'écouter les personnes, mais je prends le cas de l'armée de terre, il y a 13% de femmes. Tant qu'il n'y aura que 13% de femmes, vous aurez une majorité de personnes qui estimeront que, en gros, elles n'ont pas leur place dans le système militaire. Et que quand il y a un problème, c'est de leur faute. C'est vraiment une inversion de la culpabilité. Et ça ne peut changer qu'à partir du moment où vous avez un équilibre dans les organisations. Thémis, moi, ce qui m'a surpris, c'est que les retours que j'ai eus, notamment par des contrôleurs généraux qui s'en sont beaucoup occupés, c'est que la cellule a été totalement dépassée par le nombre de sollicitations qu'ils ont reçues. Comme ils n'avaient pas du tout prévu de pouvoir gérer autant de cas, ils les ont remis au commandement. Donc vous confiez à la même personne d'être juge et partie. Évidemment, quand elle est juge et partie, elle ne va pas se déjuger. Donc elle va expliquer que le problème, soit on peut l'écraser dans le silence, on va attendre le plus longtemps possible, soit l'institution va faire exercer une pression de tous les moments pour que la personne se sente mal. En fait, c'est elle qui a commis l'erreur de dénoncer ce qui s'est passé. Quand j'ai écrit sur Saint-Cyr, il y a 3 femmes qui sont à Saint-Cyr actuellement qui m'ont écrit en me disant « Mon colonel, vous êtes très en dessous de la réalité. Ce que vous décrivez, moi j'y étais en 1985, ça commence à dater un peu, aujourd'hui pour les femmes, est bien pire parce qu'on nous donne l'apparence d'être les bienvenus, mais en réalité, ce n'est pas des garçons, c'est l'institution qui va tout faire pour être écartée, y compris dans les notations de fin d'année, pour s'assurer qu'elle n'accède jamais au meilleur poste de responsabilité où elles pourraient commencer à changer les choses. Elles vont systématiquement être marginalisées. Et ça, c'est un problème de culture qui ne changera que si l'institution change, pas seulement si on met une cellule Thémis ou qu'on appelle autrement. Cette fameuse cellule, si on vous suit bien, elle aurait dû être externalisée, en réalité, ne pas dépendre de l'armée. C'est la condition, la première condition, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, pour que les témoignages remontent, soient recueillis d'une part et ensuite remontent. Donc Thémis est à remettre complètement à plat. Il semblerait que ça soit un des chantiers mis en place par Sébastien Lecornu. C'est en place, les choses évoluent ou pas encore ? Il y a une volonté. Après, il y a Thémis et il y a ce que disait le collègue, c'est que la question du chantier des écoles, en fait. Comment est-ce qu'on forme la génération qui va être dirigée demain ? Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de femme à la tête de Saint-Cyr ? Pourquoi est-ce qu'il y a une sélection qui se fait comme ça à l'école de guerre ? Donc, qui est le dernier stade, en fait, pour attendre
tout le sommet de l'armée. Donc du coup, pourquoi effectivement ce chantier-là n'est pas attaqué? Sans parler des lycées militaires. Donc, tu as des lycées militaires où se pratiquent certaines pratiques qui sont vraiment extrêmement gênantes aujourd'hui. On voit des reproductions aussi, hein, les harcelés deviennent harceleurs, tout ça fonctionne en milieu clos finalement. Et il y a des minorités d'extrême droite qui sévissent dans ces écoles et qui tiennent des propos parfois antisémites, des propos où ils rendent hommage au nazisme, ce genre de... Et là, ça se sait, c'est dans des enquêtes journalistiques depuis 20 ans. Il va encore en avoir une la semaine prochaine. Et donc, du coup, ce problème-là n'est pas traité. Ces idées réactionnaires ne sont pas favorables à l'arrivée des femmes dans les armées et surtout à l'arrivée de leaders des armées. Aujourd'hui, malheureusement, on a besoin de cette génération-là. Une femme à la tête de Saint-Cyr, à la tête du Prytanée, à l'école de la marine, à l'école de l'air. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être un effet choc. Oui. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, du basique, c'est vrai que lorsqu'on rentre dans l'armée, ce qu'on vous apprend, c'est d'abord l'esprit de corps. Hein, l'esprit de corps, tout seul, on n'est rien. En revanche, lorsqu'on fait partie d'un groupe et lorsqu'on fait partie de l'armée, on est fort. Et là, on est forcément étonné à la vue de ce documentaire. C'est-à-dire que ce sont des violences au sein de l'institution, entre militaires. Où est l'esprit de corps qu'on enseigne basiquement dans toutes les bases aériennes, dans toutes les casernes françaises aujourd'hui? En fait, l'esprit de corps est censé donner une forme de cohérence à un collectif. Il est très important, on sait que ces collectifs fonctionnent, si les gens ont le sentiment qu'ils font partie d'un tout. Mais quand le tout laisse certains, comme le rappelait Léla, exercer des violences ou des pressions au quotidien contre les uns ou les autres, à ce moment-là, l'esprit de corps devient une connerie collective. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire régner un équilibre, mais on accepte, en fait, on cache, on camoufle, et c'est ça, pour moi, l'aspect très dangereux de la culture du silence, au nom de la préservation du système. Et vous dites aussi que l'esprit de corps, c'est en OPEX, en opération extérieure, qu'il prend vraiment forme. Parce que là, on sort de son univers. Et néanmoins, on a vu que c'est en OPEX aussi que se pratique beaucoup de violences, notamment de violences sexistes et sexuelles. Alors, de violences, mais aussi, ça peut être des dérives encore plus graves. Moi, au Rwanda, par exemple, je suis intervenu avec la Légion étrangère quand la France a décidé d'intervenir au moment du génocide contre les Tutsis. J'ai assez rapidement compris, parce que j'ai été élevé dans la culture de la Shoah, que ce qui se commettait sous nos yeux, c'était un génocide. Et quand j'ai commencé à dire qu'il fallait qu'on arrête de soutenir les génocidaires, j'ai bien senti que mes camarades avaient très bien compris ce qui se passait. Il n'y en a pas un qui est assez idiot pour voir qu'on n'était pas du bon côté. Mais là, l'esprit de corps revient. On a reçu cette mission, on se tait, on l'a fait, parce que de toute façon, on va passer à la mission suivante. Donc on a une question toujours autour du silence, c'est-à-dire à quel moment un militaire peut enfin s'exprimer sans être sanctionné par sa hiérarchie pour dire là, ce qui se passe est inadmissible. Là, on est en train d'harceler un tel, ou, comme on le montre dans le documentaire, une petite violence au quotidien, un petit coup sur la tête, mais on ne l'accepterait pas dans une entreprise aujourd'hui. Tout le monde serait ulcéré s'il y avait des managers qui se comportaient de cette manière. Pourquoi on l'accepte dans l'armée? À cause du silence. Dernier chiffre concernant la Thémis, en 2023, 167 signalements pour violences sexuelles et sexistes adressés à la hiérarchie, 59 ont été traités par la cellule Thémis. Ça fait au total 226 cas qui ont fait l'objet d'ouverture d'un dossier. C'est un chiffre qui augmente. Malgré tout, on a envie de dire, par rapport à ce qu'on s'est dit avant sur cette cellule d'écoute, est-ce que les témoignages augmentent d'année en année? C'est très difficile à se prononcer parce que, en fait, MeToo est passé par l'armée. C'est-à-dire que, et pas juste là. De plus en plus, les femmes parlent. Quand il y a 10 ans, j'ai enquêté, c'était une parole extrêmement rare. J'ai enquêté au mois de mai, 10 ans plus tard, et là, on parlait beaucoup plus. Les femmes qui ont 18 ans, 19 ans aujourd'hui, elles ont baigné dans MeToo. Et donc, du coup, ça se voit. Les paroles qu'elles prononcent, elles disent ça, ils n'avaient pas le droit, c'est non, toutes ces phrases-là, en fait, il y a une évolution auquel l'armée ne peut rien. C'est-à-dire les jeunes femmes qui ont 19 ans aujourd'hui ont baigné dans MeToo. Et donc, du coup, pour moi, je trouvais ça impressionnant. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui parlent. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les chiffres augmentent. Pour autant, je pense que ces chiffres-là sont largement sous-représentés. Celles qui osent appeler Thémis, c'est déjà quelque chose. Il y en a beaucoup qui passent par d'autres biais. Par exemple, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, donc qui travaille pas du tout dans le militaire, mais qui prend aussi des militaires, le collectif féministe contre le viol. Donc, ils vont
elles vont saisir d'autres associations beaucoup plus connues, beaucoup plus réputées pour la défense des droits des femmes, et donc du coup, vont pas passer forcément par Thémis. Un mot sur les sanctions, vous l'avez évoqué bien sûr tout à l'heure. J'ai vu qu'on demandait des sanctions référentielles chez certains au sein de l'armée française aujourd'hui. Les sanctions, qu'est-ce qu'on peut en dire et les poursuites en justice, pour le coup, parfois au pénal, qu'est-ce qu'on peut en dire suite à ces affaires ? Les sanctions, évidemment, elles sont en deçà de ce qui se passe, puisque on se retrouve avec de nombreux cas où les militaires sont sanctionnés de 10 jours d'arrêt pour avoir harcelé une femme. Donc 10 jours d'arrêt, certes, ça fait pas bien dans une carrière, mais par contre, quand on s'y repasse les chaussures, c'est exactement la même chose. Donc il y a une volonté, j'ai l'impression, du ministère d'arriver vers des sanctions exemplaires. Donc on est sur plus 20-30 jours d'arrêt, des blâmes et... J'espère un jour la sortie de l'institution, parce que c'est ça qui doit, à mon avis, quand un soldat s'est rendu coupable de violences sexuelles, on doit lui montrer la sortie. C'est pas possible, c'est un soldat qui va demain être mis devant des femmes rwandaises, devant des femmes en ex-Yougoslavie, devant des femmes en Afghanistan. S'il n'est pas capable de se tenir avec sa collègue, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il va assurer la sécurité de femmes, de jeunes filles sur le terrain ? Ça veut dire ça. La féminisation a pris son ampleur de nos armées, a pris son ampleur à la fin des années 90, 98, je crois, environ. Ça fait tout de même 25 ans. En 25 ans, on a le sentiment que le chemin parcouru en la matière n'est pas énorme. Non, je pense qu'effectivement, le ministère se dit toujours on est l'armée la plus féminisée d'Europe. Oui. C'est vraiment un axe de communication qu'ils emploient. Malheureusement, il n'y a pas d'évolution. Et la féminisation du leadership de l'armée est quand même particulièrement lente. Et c'est pas qu'il n'y a aucune femme qui aujourd'hui n'est pas diplômée, n'est pas à la hauteur, etc. Il y a des femmes qui sont prêtes à prendre leur tour à l'école des guerres et à y aller, quoi. On va finir sur cette féminisation et le regard que vous avez par rapport à ce qu'était l'évolution de cette féminisation au sein de nos armées. Elle a été mal préparée, elle n'est pas aboutie. Et elle n'est pas intégrée. C'est impossible pour l'armée française de dire qu'elle est là pour défendre la société si elle ne ressemble pas à la société. Là, on a beaucoup parlé des femmes, mais je pourrais dire la même chose des minorités. On a exactement le même sujet. Il y a une sous-représentation de la réalité de la société française au sein de l'armée française. Et tant qu'on n'aura pas cette exacte représentation, ce que font toutes les entreprises aujourd'hui en France, il n'y a plus une entreprise où il y a 13% de femmes. Enfin, quand même, on est juste au siècle dernier. On a 50 ans de retard, et en fait, on attend que ce soit les jeunes générations qui bougent les choses, alors que pour moi, c'est une responsabilité politique. C'est-à-dire qu'on doit initier ce changement sans attendre d'avoir 5 générations supplémentaires pour enfin avoir tout simplement un équilibre social à l'intérieur des armées qui s'assurerait qu'on respecte justement les règles qui ne seraient jamais acceptées dans la société civile. En fait, il faut que la société militaire soit à l'image de la société qu'elle prétend défendre. On a évoqué le cas de l'armée de l'air dans ce documentaire et de l'espace, la marine, l'armée de terre. Il y a aussi la gendarmerie, c'était la 4e grande armée. Elle n'est jamais évoquée nulle part dans aucun chiffre que j'ai pu consulter. C'est parce que la gendarmerie serait exemplaire en matière de violences sexistes, sexuelles ou de harcèlement moral. Absolument pas. Non. Je crois que la gendarmerie se raconte beaucoup ça. Régulièrement, des officiers me disent « Oui, mais la gendarmerie, c'est différent parce qu'on ne peut pas se permettre, comme on est au contact de la population française, chez nous, on fait un peu plus attention, on est moins arriéré toujours que l'armée de terre. » Donc effectivement, un peu le même discours. Mais en fait, des questions de femmes, gendarmes, officiers, sous-officiers, gendarmes volontaires sont victimes de violences sexuelles et la gestion n'est pas non plus exemplaire. Il y a du travail à faire aussi dans la gendarmerie. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci, un grand merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Après cette enquête, un choc concernant justement les harcèlements, les violences au sein de l'armée de l'air. C'était dans ce documentaire, mais on a évoqué plus au-delà ces violences au sein de nos grandes armées françaises, nos 4 grandes armées françaises. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé qui m'ont aidé comme l'accoutumée à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débat Doc, ça sera même place, même heure et bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.